Je vais vous présenter aujourd'hui comment bien évaluer ces zones à risque pour un DRPCE appliqué et applicable. Donc, cette présentation se déroulera en 3 parties. Une première partie où on va définir ce qu'est le DRPCE, d'où ça vient, à quoi ça sert. Une deuxième partie qui va concerner l'évaluation des risques ATEX, qui est le cœur de la démarche pour couvrir le risque ATEX. Et enfin, on va terminer par tout ce qu'il va falloir formaliser dans le DRPCE pour mieux gérer la maîtrise des risques sur le terrain. Donc, première partie. Donc, tout d'abord, le DRPCE, c'est le document relatif à la protection contre les explosions. C'est une obligation réglementaire et c'est inscrit dans le Code du travail français. Donc, dans ce Code de travail, on va trouver différentes exigences, donc, notamment la détermination et l'évaluation des risques d'explosion. De cette évaluation va découler des mesures qui seront à mettre en œuvre par l'exploitant pour atteindre les objectifs de sécurité. Dans ce code de travail, on va aussi trouver l'obligation de classification en zone ATEX pour les zones concernées. Et enfin, donc va découler de cette classification des dispositions qui vont concerner les lieux et les équipements de travail. Donc, ce DRPCE, c'est une obligation réglementaire, mais pas que. C'est un document très utile puisqu'il va permettre de documenter et tracer tout ce qui a été réalisé pour couvrir le risque ATEX. Alors, on va trouver différentes choses dedans, les différents emplacements concernés par le risque, forcément, les plans d'action pour les barrières de sécurité, tout ce qui a trait à l'organisation du management de la sécurité, donc les rôles, les responsabilités, mais ça va couvrir aussi tout ce qui est formation, suivi de la formation des différents types de personnel, opérateurs de maintenance, de production. On va détailler aussi dans ce DRPCE la mise en place des mesures qui ont été proposées concernant l'évaluation du risque ATEX, et enfin les différents plans d'action. Donc, comme vous le voyez, dans ce DRPCE, on a beaucoup de choses qui concernent l'organisation de l'entreprise. Donc, il est vraiment important que l'entreprise s'approprie cette démarche pour rédiger ce DRPCE. Donc, sous-traiter la rédaction de ces DRPCE, en principe, ce n'est pas une bonne idée. Les documents clés en main, ça ne fonctionne pas bien. Il faut vraiment s'approprier la démarche. Par contre, il est vraiment utile pour l'entreprise de se faire accompagner. Donc, dans ce DRPCE, on a l'évaluation des risques et le classement en zone. C'est le cœur de la démarche. Dans cette évaluation, on va tenir compte des différentes substances dangereuses qui sont utilisées dans l'entreprise. On va également tenir compte des procédés qui vont générer les dégagements et créer les ATEX. On va également répertorier toutes les mesures techniques et organisationnelles qui sont mises en œuvre par l'entreprise pour réduire l'ATEX, par exemple une ventilation ou un nettoyage de poussière. Et tout ça doit être documenté dans le DRPCE. Une fois qu'on a fait cette démarche, ça va aboutir sur un classement en zone pour les zones dangereuses. Et la conséquence de ce classement en zone, c'est qu'à l'intérieur de la zone, tout le matériel qui sera utilisé devra être marqué ATEX ou certifié ATEX. J'ai terminé sur cette première partie. Ensuite, on va voir l'évaluation des risques ATEX, donc le cœur de la démarche. Donc, tout d'abord, le classement en zone ATEX, on a 3 types de zones. Première zone, zone 0 ou 20. 0, c'est pour les gaz ou vapeurs, et 20, c'est pour les poussières, mais c'est le même type de zone. Donc, premier type de zone. Deuxième type, la zone 1 ou 21. Et enfin, troisième type, zone 2 ou 22. Donc, la zone 0 ou la zone 20, c'est une zone à l'intérieur de laquelle on a en permanence une ATEX qui est formée. Donc, à tout moment, si on a une source d'inflammation, on a explosion. Donc, zone 0 ou 20, ATEX en permanence. J'apporterai des exemples dans la suite de cette présentation, des exemples concrets. Zone 1 ou 21, ce sont des zones à l'intérieur de laquelle on a des ATEX qui arrivent ponctuellement, mais régulièrement. Donc, elles ne sont pas là en permanence, mais elles arrivent de temps en temps. Et ça, c'est généré par le process et c'est le fonctionnement normal. Si on a source d'inflammation, si on tombe au mauvais moment, on a une explosion.
Et enfin, le troisième type de zone, la zone 2 ou 22, c'est une zone à l'intérieur de laquelle, en fonctionnement normal, on n'a pas d'index. Par contre, en cas de dysfonctionnement prévisible, on peut avoir une index, on peut générer une index. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail, surtout en apportant des exemples sur ce concept de dysfonctionnement prévisible. Point important également, quand on fait le classement en zone index, à ce stade, on ne tient pas compte des sources d'inflammation. Ça vient après. On définit d'abord la zone et ensuite on adapte le matériel pour éviter les sources d'inflammation. Quelques exemples pour illustrer ce classement de zone. La zone 0, donc avec une index en permanence, on peut prendre l'exemple d'une citerne à l'intérieur de laquelle on a des liquides inflammables. Donc ce liquide inflammable, à l'intérieur, va générer des vapeurs à l'intérieur de la citerne. Ces vapeurs, en mélange avec l'air, vont former une index et on aura cette index en permanence à l'intérieur. Donc là, on est typiquement dans une zone 0. Pour la zone 1, on va prendre le même exemple, cette même citerne. Si cette citerne est munie d'un évent de respiration, lorsqu'on va remplir la citerne, en fait, par le jeu d'équilibre des pressions, on va faire sortir l'air et la vapeur qui est à l'intérieur par cet évent de respiration. Et donc, on va avoir une index qui va se former à la sortie de l'évent de respiration. Et donc là, on voit bien qu'on a cette index uniquement quand on remplit la citerne. Donc, ça arrive qu'à certains moments du process. Et donc là, typiquement, on est en zone 1. Zone 1 à la sortie de l'évent, zone 0 à l'intérieur. Ensuite, je vais vous montrer un exemple pour la zone 2. Typiquement, si on a une canalisation gaz avec des raccords qui sont vissés et un joint à l'intérieur. C'est seulement s'il y a un dysfonctionnement prévisible. Tout à fait, okay. Dysfonctionnement prévisible. On a une canalisation, on est vissé, on a un joint. En fonctionnement normal, autour de ce raccord, on n'a pas d'index. C'est fait pour que ça ne fuit pas. Voilà. Par contre, on sait très bien que dans le vieillissement d'une installation, il peut arriver que les boulons se desserrent, le joint soit fuyard, et donc on a une fuite qui se crée. Donc, autour de chaque raccord, en fonctionnement normal, on n'a pas de fuite, donc on n'est pas en zone 0 ou en zone 1. Par contre, on peut prédire qu'à un moment ou un autre, on pourra avoir une fuite, donc autour de ce raccord, on sera en zone 2. Quelques exemples complémentaires sur ces dysfonctionnements prévisibles. Donc on a vu la fuite au niveau d'un raccord. On peut aussi donner l'exemple d'une soupape de pression ou un disque de rupture. Donc contrairement à l'évent de respiration, là ce sont des organes de sécurité. C'est-à-dire que la soupape de pression, elle va s'ouvrir uniquement si on a un dysfonctionnement dans le réacteur ou dans la citerne qui fait qu'il faut évacuer la pression. Donc à la sortie de cette soupape, on va avoir une zone 2 puisqu'elle n'est pas censée s'ouvrir, elle ne s'ouvre qu'en cas de dysfonctionnement. Le disque rupture, c'est la même chose. Il va s'ouvrir que s'il y a un dysfonctionnement. Donc on est en zone 2 à la sortie. Ensuite, dans ces zones 2 ou 22, on a tout ce qui est défaillance de système. Si on a mis en place un système d'inertage, donc l'inertage, c'est réduire la concentration d'oxygène pour éviter la formation d'index. Donc ce système va permettre d'éviter d'avoir une index en fonctionnement normal. Donc on n'est ni en zone 0, ni en zone 1. Par contre, en cas de dysfonctionnement, si on a une fuite avec une entrée d'air, on va générer une index, et donc on est en zone 2. Même chose pour le système de ventilation ou de dépoussiérage. On aspire les poussières pour éviter les zones 20 ou 21. Par contre, en cas de dysfonctionnement, le process continue à émettre des poussières. Voilà, il y a d'autres exemples encore. Ensuite, sur tout ce qui est volume et emplacement des index. Alors, je vais prendre l'exemple des gaz inflammables. Ces volumes et emplacements vont dépendre de différents paramètres. Le premier paramètre, ça va être les caractéristiques du gaz. Donc, selon l'explosivité et les caractéristiques du gaz, on va avoir une index qui peut être plus ou moins grande. Premier élément. Ensuite, sur du gaz, on va regarder la pression à l'intérieur de la canalisation, si on considère une canalisation. Plus la pression sera grande, plus en cas de fuite, on va avoir une index qui va être grande et donc une zone qui va être plus grande. Même chose, naturellement, pour la section de fuite. Enfin, dernier paramètre très important à prendre en compte, l'environnement de la fuite. Si on a
pareil, je prends toujours mon exemple de ma canalisation. Si ma canalisation est à l'extérieur, en cas de fuite, ce gaz va être assez rapidement dilué dans l'air, et donc on va avoir une ATEX qui va se cantonner autour du raccord. Par contre, si cette même canalisation est à l'intérieur, la fuite de gaz, tout va s'accumuler et on risque de générer une très grande ATEX. Voilà. D'où l'intérêt, une fois qu'on est à l'intérieur, de dimensionner correctement la ventilation pour réduire cette ATEX. Alors, pour une évaluation utile, ce qui est très important, bien évidemment, c'est de ne pas sous-estimer le risque, puisque l'objectif premier, quand même, c'est de protéger les travailleurs. Par contre, il est également très important de ne pas surestimer le risque. Voilà, si on se dit finalement on va classer tout le bâtiment, ça sera plus simple, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que déjà, c'est des dépenses inutiles. Quand on classe en zone, tout le matériel doit être ATEX, et donc c'est un coût. Le matériel ATEX coûte plus cher que du matériel standard. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a un risque de banalisation du risque. Le personnel, s'il a l'habitude, si tout le bâtiment est ATEX, il perd cette vigilance. Surtout s'il sait que des zones sont moins dangereuses ou autres, voilà, on perd cette vigilance. Alors que si finalement on concentre la zone ATEX uniquement sur un procédé avec le bon étiquetage ou la bonne signalisation qui va bien, ça attire l'attention. Voilà, donc il est très important pour une évaluation utile de bien comprendre les phénomènes et de bien définir les moyens de maîtrise. Alors, pour synthétiser par rapport à cette partie évaluation du risque ATEX, en résumé, pour une évaluation pertinente, il faut une bonne connaissance des substances à l'origine du risque ATEX, bien connaître les gaz, leurs caractéristiques, les liquides inflammables ou les pulvérulents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut bien connaître son procédé, puisque c'est le procédé qui va être la source de dégagement, donc en fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement. Et ensuite, bien connaître les moyens de maîtrise des risques qui ont une influence sur la présence de latex. Donc, on a la substance, on a le procédé, donc on arrive à dimensionner le latex, mais ensuite, on a les moyens de maîtrise qui vont réduire cet latex, comme de la ventilation ou des détections, par exemple. Nous arrivons à la dernière partie de cette présentation, donc tout ce qui va être formalisation à réaliser dans le DRPCE pour mieux gérer la maîtrise des risques sur le terrain. Tout d'abord, le premier point essentiel à formaliser dans le DRPCE, c'est avoir un inventaire exhaustif de toutes les substances dangereuses utilisées dans l'entreprise et notamment dans les zones ATEX. Tout simplement parce que ce sont ces substances qui sont à l'origine du risque ATEX. Ce sont ces substances qui vont, avec le procédé, qui vont dimensionner l'ATEX. C'est aussi ces substances qui vont conditionner le choix du matériel, puisque le matériel qui sera à mettre à l'intérieur de l'ATEX dépendra de la nature de la zone, mais aussi de la nature de la substance dangereuse. Et enfin, c'est ces substances dangereuses qui vont conditionner le dimensionnement des dispositifs de sécurité. La ventilation qu'on va mettre en place sera dimensionnée selon la substance. Les vents le disque de rupture, pareil, même chose. Donc il est très important d'avoir cet inventaire d'une part, et d'autre part, il est très important de faire vivre cet inventaire. Voilà. Chaque modification du process ou de ces substances, on doit remettre à jour le DRPC, ou en tout cas se poser les bonnes questions. Deuxième point important, nous devons formaliser dans le DRPC les mesures de réduction du risque. Par principe de précaution, on essaye toujours de réduire au maximum la création d'ATEX, mais lorsque ce n'est plus possible, quand on ne peut plus aller plus loin, on met des mesures pour réduire cet ATEX. Par exemple, la ventilation, par exemple une détection de gaz qui vont permettre de réduire l'ATEX. Et comme ces moyens de mesure ont un impact sur l'ATEX, forcément, il faut qu'elles soient formalisées et qu'elles soient suivies. Dans ce DRPCE, on doit trouver également la formalisation du classement en zone, avec l'emplacement des différentes zones dans l'entreprise, l'étendue de ces zones,
Les substances qui sont à l'intérieur, puisque comme je l'ai dit précédemment, ce sont ces substances plus la zone qui vont conditionner le matériel. Les scénarios accidentels qui ont été à l'origine du classement en zone ATEX. Tout ce qui a trait à la ventilation et les dispositifs de sécurité. Tout ce qui a trait à la réduction des sources d'inflammation. Et là, on va devoir documenter tous les justificatifs. Tout le matériel qui est à l'intérieur de la zone doit être ATEX et on doit avoir tous les certificats adéquats pour pouvoir justifier. Dernier point de cette présentation, ne pas oublier tout ce qui est maintenance des équipements. Voilà, c'est à prendre en compte aussi dans le DRPCE pour s'assurer que toutes les mesures qu'on a mises en place au début soient maintenues dans le temps. Donc on a un gros sujet sur la maintenance d'une part. Et point important aussi que je voulais rappeler, c'est que la maintenance des équipements ATEX doit être faite par des personnes compétentes sur ce sujet et qu'il existe des certifications pour valider ces compétences. En conclusion de cette présentation, donc je dirais que le DRPCE, c'est un document et une démarche structurante pour la maîtrise des risques ATEX. Son objectif principal, c'est documenter et tracer les actions d'évaluation du risque ATEX qui ont été mises en œuvre et qui sont suivies dans le temps. Et enfin, le DRPCE, c'est un investissement important pour un réel bénéfice en termes de sécurité et un investissement important pour optimiser les coûts de la gestion des risques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Stouvenel. Alors, on a beaucoup de questions, comme à chaque fois, de vous qui nous écrivez à travers le petit bouton « Questions » qui se trouve juste en dessous de cet écran. Plein de petites questions. Alors, est-ce qu'on fait du coup un DRPCE pour un atelier de menuiserie et sa poussière de bois ? Alors, ça peut s'appliquer, tout à fait. D'accord. S'il y a un risque de poussière, si dans l'atelier de menuiserie, forcément, on va avoir de la poussière, on va avoir des aspirations, et donc on doit faire un DRPCE. On doit faire a priori un DRPCE. Alors justement, il y a beaucoup de questions autour de l'accompagnement. Est-ce que ce DRPCE, je le fais en interne avec mes propres moyens ? Est-ce que je demande de l'aide ? Et puis aussi, est-ce qu'il faut le faire valider par un organisme officiel ? Alors, le DRPCE, comme je l'expliquais en début de présentation, c'est vraiment pertinent de s'approprier la démarche et de le rédiger soi-même. Par contre, c'est vraiment important aussi de se faire accompagner. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui vont aider l'entreprise en réexpliquant ce qu'il y a à faire, comment le formaliser, pour pouvoir rédiger ce DRPCE. Mais c'est bien l'entreprise... dans ce DRPCE, on a beaucoup de consignes de sécurité, de tout ce qui a trait à la formalisation, enfin à la formation. C'est vraiment l'organisation de l'entreprise qui est formalisée dans ce DRPCE. Donc c'est bien l'entreprise qui doit faire la démarche, qui doit le rédiger. Et donc l'organisme tiers qui va pouvoir intervenir va juste aider ou corriger ou donner les grandes lignes de ce qu'il y a à faire. Pour rappeler que le DRPCE, il est de la responsabilité du chef d'établissement. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut le faire valider par un organisme officiel ? Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est possible ? Non. Il y a des organismes qui peuvent faire une lecture critique et dire ce qui va pas, mais il n'y a pas de validation officielle. Il n'y a pas de tampon officiel. Il n'y a pas de tampon avec un certificat. À obtenir. Absolument. C'est votre responsabilité, finalement. Hein, oui, absolument. OK. Alors, tu as pas mal d'autres questions qui vous étaient posées. Ah oui, toutes des questions autour du brouillard, vapeur, gaz. Il y a un brouillard. Ah oui, il y a un brouillard autour du brouillard, de la vapeur et du gaz. Alors, la vapeur, elle est émise quand vous avez un liquide inflammable. En fait, ce liquide, au-dessus de sa température éclair, va émettre des vapeurs. Et donc, ce sont ces vapeurs, en mélange avec l'air, qui vont créer latex. Un brouillard, ça va être un liquide qui va être projeté en petites gouttelettes, en fait. Et qui va appelle les aérosols. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. Et en fait, on se retrouve un peu à la limite entre une poussière, puisque finalement vous avez des micro-gouttelettes, qui, elles, vont générer une latex. Et donc, on a des problématiques vraiment adaptées dans le cadre d'un brouillard et qui vont être différentes de celles d'une vapeur. Parce qu'une substance, finalement, même au-dessus, même quand le point éclair est suffisamment élevé pour pas qu'il y ait d'émanation de vapeur, cette même substance, quand elle est mise sous forme d'aérosol, elle peut créer une latex.
Autre question, est-ce qu'un emplacement dans lequel sont présentes des sources d'émissions de gaz inflammables, donc on a effectivement des vapeurs de gaz inflammables, est-ce que cette zone doit être zonée si elle ne contient pas de source d'inflammation? Alors, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, et c'est bien de rappeler ces sujets-là, absolument. le classement, quand on fait un classement de zone ATEX, on considère la substance, le procédé, mais pas les sources d'inflammation. Voilà. Donc on suppose qu'une source d'inflammation, elle peut arriver de pas mal d'endroits différents. Donc l'important, c'est la situation de base, quoi, finalement. Tout à fait. Dans la démarche, on fait la zone, et ensuite, une fois qu'on a défini la zone, on travaille sur le matériel qui ne devra pas générer de source d'inflammation. C'est une étape qui vient après. Vous avez dit qu'on peut se faire aider, même on a avantage évidemment à se faire aider, même si on est soi-même responsable et qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes le DRPCE, mais il y a quelqu'un quand même qui nous demande qui peut nous accompagner pour la rédaction du DRPCE. Alors, il y a différents organismes qui peuvent intervenir. Ces organismes, comment ils s'appellent? INERIS. Et INERIS, voilà, d'accord. Pour commencer. Donc, on peut effectivement aider les entreprises à rédiger ce DRPCE, tout simplement en expliquant ce qu'est le DRPCE, les différentes rubriques. Bon, j'ai expliqué les choses de façon très synthétique, mais lorsqu'on accompagne une entreprise, on va un petit peu plus dans le détail de ce qu'il y a à faire. Après, l'entreprise va rédiger le DRPCE et ensuite, on peut faire une lecture critique de ce DRPCE. Voilà. Donc, INRIS, et s'il y a d'autres organismes, comment est-ce qu'on les appelle, ces organismes, si je veux faire une recherche? Je pense que vous allez sur Google, accompagnement DRPCE. Accompagnement DRPCE, voilà, c'est ça. Quelle est la forme du DRPCE? Est-ce que c'est un tableur, c'est du texte? Quelle est la fréquence de mise à jour aussi de ce document? Alors, à minimum, une fois par an, puisque ça fait partie du document unique. Mais ça, c'est le minimum. Il est vraiment important de mettre à jour ce DRPCE à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Quand on modifie les substances, le procédé ou tout paramètre, on doit réfléchir si ce DRPCE est toujours applicable et s'il faut modifier les paramètres de sécurité. Alors, vous nous avez envoyé des questions avant même l'événement. Voici une de ces questions. Dans la notion de zone ATEX en cas de dysfonctionnement, j'ai bien noté, c'était les zones 2 et 22, jusqu'où on s'arrête dans les scénarios de dysfonctionnement? C'est toujours la question un petit peu délicate. On parle de dysfonctionnement prévisible. Voilà, ce sont des choses. Alors, il y a différentes solutions, différentes approches. Une des plus simples, c'est de se baser sur le retour d'expérience de l'entreprise. Dans les entreprises, souvent, elles enregistrent tous les incidents qu'elles ont eus. Et l'analyse de ce retour d'expérience permet de dire, si on a eu régulièrement ce type de fuite, c'est que c'est un dysfonctionnement prévisible. Voilà. On peut s'appuyer aussi on peut échanger avec les fournisseurs de matériaux, d'équipements qui, eux, peuvent dire, on préconise tel type de maintenance parce qu'on peut avoir tel ou tel type de dysfonctionnement prévisible. Donc, imaginons que j'ai créé ma zone ATEX, ça y est, elle existe, elle est circonscrite, je la connais, etc. Vous avez parlé d'étiquetage, il va falloir visuellement qu'elle soit... Il y a une signalisation à mettre en place pour matérialiser la zone, tout à fait. Ouais. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble, vous la verrez, vous le voyez dans ma présentation, s'il est toujours à l'écran, à gauche. Est-ce qu'on peut revenir là, peut-être retrouver cette image, parce que ce serait intéressant peut-être de voir. Est-ce qu'on peut revoir la présentation de M. Stouvenel, et ce serait... Dans la conclusion, en haut à gauche, vous avez un opérateur qui est devant une trappe, devant laquelle il y a une zone ATEX. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est le triangle jaune. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce... Il y a le symbole ATEX. Le symbole ATEX, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est très clair. Et il faut rappeler effectivement que dans la zone ATEX, on ne met que du matériel agréé ATEX, si je puis dire. Tout à fait.